Bien, bonjour et bienvenue à tous. Et comme vous pouvez le voir d'après la diapositive, donc pour ceux d'entre vous qui ne seraient pas encore au courant, nous sommes entrés dans l'année chinoise du cheval. Vous avez ici un très beau cheval d'époque Han. Oui, allô? Oui. Vous en avez un autre ici qui pourrait presque passer pour un cheval grec, toujours d'époque Han. Et ici, un autre magnifique cheval, donc tout harnaché, donc d'époque Tang. Ces pièces de musée, vous pouvez les voir. Je vous rappelle l'existence ici à Paris donc, de deux musées qui sont entièrement consacrés donc, à l'art chinois, donc le musée Guimet et le musée Cernuschi. Et donc, ne vous privez pas donc, d'aller voir leur collection permanente, ainsi que leurs expositions temporaires qui valent en général le détour. Alors, cette année qui nous a fait passer du serpent au cheval, nous avons cherché à remonter au présupposé de la question le confucianisme est-il un humanisme? Et comme vous vous en souvenez, nous sommes tombés presque aussitôt sur la question de savoir si le confucianisme est à considérer comme une philosophie ou comme une religion. Question qui, je le rappelle, s'est formulée dans le contexte de la géographie intellectuelle de l'Europe du XIXe siècle. Or, ce qui est frappant, c'est que c'est encore, pour une large part dans ces termes, que l'on aborde généralement le confucianisme aujourd'hui, un siècle et demi plus tard. Quand vous avez des conversations de salon comme ça, qu'on vous demande de quoi est-il question dans le confucianisme, et on va vous demander tout de suite est-ce que c'est plutôt une philosophie ou plutôt une religion, ça, immanquablement. Et je pense que le fait que la question se formule toujours dans ces termes nous oblige à aller voir justement dans l'origine de la formulation d'une telle question. Alors, nous avons vu que cette question et les diverses réponses à cette question se déplacent en quelque sorte comme des pions au gré des rapports de force sur l'échiquier européen, où des puissances comme la France, l'Angleterre et l'Allemagne sont en compétition au XIXe siècle sur le plan géopolitique, notamment celui de la colonisation, mais aussi sur le plan intellectuel, en particulier sur le plan des institutions, dans un cadre universitaire nouvellement créé, et sur le plan des traditions savantes qui varient selon les pays. Nous avons ainsi en fait des traditions savantes qui ne sont pas les mêmes en France, en Angleterre et en Allemagne, où on a des façons d'aborder ne serait-ce que les classiques gréco-latins de manière différente. Alors, au tournant des 19e, 20e siècles, nous nous retrouvons donc avec une combinaison de facteurs multiples qui interagissent de façon complexe. Nous avons donc d'une part l'image d'un Confucius philosophe et rationaliste, hérité des Lumières et qui se perpétue
dans la tradition laïque, séculariste française, donc éminemment représentée au XVIIIe siècle par l'esprit de l'encyclopédie, incarné par Diderot, par exemple, mais qui est encore vivace aujourd'hui. On peut imaginer comme il serait commode de pouvoir se représenter un Confucius qui serait la preuve vivante qu'une grande civilisation très ancienne, comme la civilisation chinoise, est capable de fonctionner et de continuer à durer en faisant l'économie du religieux. Alors, il est évident que c'est ici une représentation tout à fait fictive, mais c'est quand même sous ces traits-là qu'on s'est représenté dans la tradition française, donc un Confucius, donc art religieux. Alors, nous avons ici une tradition laïque, donc héritée des Lumières, qui s'est trouvée encore renforcée, nous l'avons vu donc la dernière fois, par les thèses du sociologue allemand Max Weber, qui est mort donc en 1920. Donc, cette thèse weberienne d'un confucianisme intramondain, donc en allemand innerweltlich, et d'un confucianisme purement immanent. Et donc cette idée donc d'une vision confucéenne chinoise qui serait dans la pure immanence est une idée qui a été déclinée sur tous les tons et encore maintenue récemment chez nous en France. Alors à cela s'ajoute le fait qu'en Chine même, au même moment, c'est-à-dire donc au tournant des 19e, 20e siècles, se déroule un processus de modernisation qui est allé de pair avec une sécularisation plus ou moins forcée et qui s'est poursuivie donc tout au long du XXe siècle, c'est-à-dire du siècle qui vient de s'écouler. Alors, tout cela combiné donc, a abouti à la représentation majoritaire, donc prédominante, d'un confucianisme humaniste, c'est-à-dire rationaliste, voire positiviste, un confucianisme areligieux, non métaphysique, etc. Alors, comme le résume très bien le sinologue américain dont j'ai eu l'occasion de mentionner le nom plusieurs fois ici, Hurley Glessner Creel, donc H.G. Creel, dans un article de 1932 qui s'intitule Was Confucius Agnostic, c'est-à-dire Confucius était-il agnostique? H.G. Creel donc résume la situation dans ces termes. Among those certainties of which the majority of writers on Confucius are convinced, perhaps none is so unquestioned nor so universal as the dictum that Confucius was agnostic, positivistic, limiting his view and his interests purely to the human realm, paying not the slightest heed to things metaphysical. Donc je traduis, parmi les certitudes dont la plupart de ceux qui écrivent sur Confucius sont convaincus, on n'en trouve peut-être aucune qui soit moins contestée et plus universelle que l'idée toute faite selon laquelle Confucius était agnostique, positiviste, limitant sa vision et son intérêt exclusivement au domaine humain et n'accordant aucune espèce d'attention aux choses métaphysiques. Fin de citation. Alors,
cette représentation de Confucius ne concerne pas seulement les sinologues européens ou américains, disons en gros occidentaux, mais aussi les intellectuels chinois eux-mêmes qui, à partir du début du XXe siècle, ne sont plus donc des lettrés chinois de type traditionnel. Je rappelle que le système des examens dits mandarinaux, qui a beaucoup justement conditionné la formation des lettrés de type traditionnel, qui étaient censés donc avoir une connaissance parfaite des classiques confucéens pour pouvoir justement passer ces examens mandarinaux et être recrutés dans la bureaucratie impériale. Donc ces examens dits mandarinaux sont abolis donc en 1905, c'est-à-dire seulement quelques années avant que le système impérial lui-même dans son ensemble s'effondre définitivement en 1911. Donc là, nous avons un intervalle juste de quelques années entre l'abolition du système des examens et l'effondrement donc du système impérial tout entier, au début du XXe siècle, c'est-à-dire il y a exactement un siècle. Alors, ces intellectuels chinois d'un type nouveau, qui sont désormais formés dans des universités conçues sur le modèle occidental, ou même qui sont carrément formés dans des universités occidentales, qu'elles soient japonaises, européennes ou américaines. Donc ces intellectuels se retrouvent sommés de revisiter leur propre tradition en termes purement occidentaux. Et c'est donc ainsi que des intellectuels de premier plan comme Hu Shi, que vous avez ici à l'image, ou Feng Youlan, ont tous les deux reçu leur formation doctorale aux États-Unis et sont ainsi amenés à réinventer la tradition intellectuelle chinoise en termes de philosophie. Ils reprennent donc ce terme de zhexue qui est censé traduire donc le concept occidental de philosophie. Et donc ces deux intellectuels de premier plan traduisent donc la tradition intellectuelle chinoise en histoire de la philosophie chinoise. Vous avez donc le rappel en bas de la diapositive ici. Donc 1918, Hu Shi donc fait paraître Zhonghe Zhexue Shi Dagang, c'est-à-dire donc les grandes lignes de l'histoire de la philosophie chinoise. Et au début des années 1930, Feng Youlan fait paraître donc un monument donc qui va faire date, le Zhonghe Zhexue Shi, c'est-à-dire donc l'histoire de la philosophie chinoise. Et je rappellerai aussi que cette histoire de la philosophie, c'est un genre qui est apparu donc en Allemagne puis en France au début du XIXe siècle et qui a donc été largement donc utilisé par des grands noms de la philosophie allemande comme Hegel ou de la philosophie française comme Victor Cousin dans la première moitié donc du XIXe siècle. Donc ce genre est repris en tant que tel pour être appliqué à la tradition intellectuelle chinoise donc au début du XXe siècle par Hu Shi et Feng Youlan. Donc Hu Shi, dont je rappelle également qu'il a été un chef de file du mouvement moderniste et occidentaliste du 4 mai 1919 et un chef de file de ce qu'on appelait
au début du XXe siècle la nouvelle culture, ce Rouche donc affirme sans ambages en 1929 que Confucius était un humaniste et un agnostique. C'est même une citation de Rouche que vous retrouvez sur un t-shirt ici, donc Confucius was a humanist and an agnostic, signé Rouche. Et Rouche va même jusqu'à comparer l'humanisme agnostique de Confucius avec le positivisme d'Auguste Comte. On voit donc ici que nos intellectuels chinois modernes sont amenés à apprendre à penser et plus particulièrement à repenser leur propre tradition en termes et en catégories intégralement empruntés à l'outillage intellectuel occidental et sont donc amenés véritablement à changer de boîte à outils, pour reprendre une image d'actualité. Donc, pour ce qui est de leur rapport au confucianisme, qui est un rapport compliqué et conflictuel, puisque le confucianisme a été la cible première du mouvement moderniste, la seule manière de sauver Confucius d'un passé jugé féodal et réactionnaire, c'est d'en faire donc un humaniste selon l'idéal des Lumières européennes. Mais d'un autre côté, pour répondre à la critique weberienne d'un confucianisme limité à l'humain trop humain, limité à l'intramondain, comme le dit Weber lui-même, dépourvu d'une tension ou d'un appel à la transcendance. Donc, pour répondre à cette critique, il faut aussi, d'un autre côté, s'employer à montrer donc la dimension métaphysique, voire religieuse, de la tradition confucéenne. Donc, c'est ce grand écart, ce tiraillement entre deux exigences contradictoires, c'est-à-dire donc d'une part montrer un Confucius humaniste et de l'autre un Confucius qui serait donc tout à fait conscient d'un appel de la transcendance, c'est ce grand écart qui est illustré dans les nombreuses et diverses réinterprétations du confucianisme, en gros des 50 dernières années, autrement dit dans les années de l'après-Deuxième Guerre mondiale, d'abord dans les milieux sino-américains, puis les milieux chinois de Chine continentale, plus récemment depuis la sortie donc du maoïsme dans les années 1980-90. Alors, commençons par reprendre les choses dans les années 1960, au moment où la qualification d'humanisme appliquée au confucianisme fait un grand retour, porté par la vague de l'humanisme de l'après-Deuxième Guerre mondiale, qui a été en particulier incarné par Sartre, comme nous l'avons vu au début de cette année. Nous évoquions alors le nom de Chan Wing-tsit, qui consacre l'intégralité du chapitre 2 de son Source Book in Chinese Philosophy, c'est-à-dire donc la philosophie chinoise par les textes, paru en 1963 aux États-Unis en anglais. Alors ce chapitre 2 qui est entièrement consacré à l'humanisme de Confucius et qui est entièrement illustré par des extraits des entretiens de Confucius, donc en chinois le Yu. Alors, comme nous entrons dans la nouvelle année chinoise, nous allons faire aujourd'hui un peu de chinois,
ce que nous n'avons pas fait depuis quelque temps. Alors, le chapitre 2 de Chan Win-sit, du Source Book in Chinese Philosophy, donne une liste de passages des entretiens, on pourrait dire de Loki Classici, qui sont censés illustrer l'humanisme de Confucius. Alors, un passage qui pourrait nous paraître assez surprenant, mais qui se trouve être tout à fait d'actualité en ce début d'année du cheval, vous le trouvez donc en haut de la diapositive, c'est la première citation. Il est tiré donc du livre 10 des entretiens. Ce livre qui se trouve donc au milieu de l'actuelle édition des entretiens et qui est un livre un petit peu à part dans les entretiens puisqu'il ne traite pratiquement que des comportements rituels attribués à Confucius. Et c'est en cela que ce livre 10 est à rattacher donc aux multiples traités rituels qui fleurissent, disons, vers la fin de l'Antiquité préimpériale et surtout au début de la dynastie Han, c'est-à-dire donc aux alentours des 3e, 2e siècles avant l'ère chrétienne. Alors, c'est de ce livre 10 que viennent les prescriptions qui nous paraissent vraiment très tatillonnes concernant donc la consommation de gingembre et la longueur de la chemise de nuit de Confucius, qui obéissent donc à des prescriptions rituelles. Alors, ce passage du livre 10 que vous trouvez à la section 11 se lit ainsi: 旧坟子退朝曰商人乎不问马. Alors, donc, on vous dit au début de cette section, 旧坟, c'est-à-dire les écuries brûlent. Le maître, 子, donc, 退朝, donc, revient de la cour. Donc, on suppose que il est de retour chez lui après une audience à la cour et le maître dit « Shang ren hu », c'est ce que vous avez donc entre guillemets, vous avez une entre les guillemets ici, « Shang ren hu ». Le maître pose la question, donc, y a-t-il donc des gens, c'est-à-dire des êtres humains blessés? Et ensuite, vous avez la remarque « Puwenma », et il ne s'enquiert pas des chevaux. Donc là, si on remet cette section dans le contexte de l'époque, il faut savoir que les chevaux sont censés être des biens beaucoup plus coûteux et beaucoup plus précieux que les gens ou les palefreniers qui s'en occupent. Donc le fait que Confucius, à peine de retour de la cour, n'a rien de plus pressé que de s'enquérir donc de la santé des gens, demande s'il y a personne de blessé et ne s'enquiert pas des chevaux, est pris ici, en tout cas par Chan Win-sit, comme un signe de son humanisme, dans la mesure où cela montre aussi qu'il fait très peu de cas des richesses matérielles. Donc là, je voulais commencer par ce passage parce qu'il me paraissait particulièrement d'actualité. Mais le passage qui amène un commentaire enthousiaste de Chan Win-sit, même sous forme exclamative, c'est le passage suivant que vous trouvez au livre 15 à la section
28 et qui amène ce commentaire très laconique mais très enthousiaste de Chan Win-sit, Humanism in the extreme, c'est-à-dire là on voit l'humanisme de Confucius à son comble. Alors ce passage aussi est très court. Il commence par la formule canonique Zi Yue. Le maître dit Ren neng hong dao, fei dao hong ren. C'est donc le ren, l'homme, qui est capable de hong dao, c'est-à-dire d'élargir le tao ou la voie. Ce n'est pas le tao ou la voie qui élargit l'homme. Donc nous avons ici une phrase qui se retrouve très souvent citée dans toute la littérature d'époque Han et qui est donc censée illustrer ici donc l'humanisme de Confucius dans la mesure où c'est l'homme qui a l'initiative et qui a la capacité, donc vous avez bien ce mot, ce verbe neng ici, qui a la capacité d'agrandir ou d'élargir le Tao, c'est-à-dire donc de rendre généraux ou universels donc les principes de la voie, et non pas donc la voie qui élargit l'homme. Autrement dit, ce qui est premier, c'est l'humain, et non pas un principe qui pourrait être considéré comme transcendant, c'est-à-dire donc la voie ou le Tao. Alors ensuite vient un passage qui a suscité un véritable océan de commentaires et d'interprétations pendant plus de 2000 ans. C'est ce passage que vous trouvez au livre 6, à la section 20. Alors, je précise tout de suite que les numéros de section que vous avez de manière conventionnelle donc en chiffres arabes, alors que la numérotation des livres est en chiffres romains, donc cette numérotation des sections peut varier d'une édition à l'autre. Donc vous avez quelques variations donc d'une édition ou d'une traduction à l'autre. Alors, dans ce passage, vous avez donc un dialogue entre un disciple de Confucius et le maître lui-même. Fan Shi 问智，子曰：“物民之义，敬鬼神而怨之，可谓智矣。” Ensuite, 问人曰：“仁者先难而后获，可谓仁矣。” Donc, le disciple Fan Shi demande ce qu'est donc le zhi. Vous avez ici un caractère qui peut ce caractère-ci qui peut se prononcer donc au premier ton, zhi. En général, donc au premier ton, il est pris comme verbe, et ça veut dire donc savoir, savoir, ou dans le contexte des textes anciens, savoir, c'est-à-dire connaître ou même reconnaître. Mais ici, je pense qu'il est à prendre comme substantif ou comme nom, et donc il se prononce donc au quatrième ton, zhi. Donc le disciple Fan Shi demande ce qu'est donc le discernement, donc l'art de savoir reconnaître une chose de l'autre. Et le maître lui répond:
min zhi yi, c'est-à-dire donc ça consiste à s'occuper au min zhi yi, c'est-à-dire donc on peut le comprendre comme le rapport juste entre les hommes, entre les gens. Donc il s'agit de s'occuper à maintenir le juste rapport entre les gens et là intervient donc le membre de phrase qui a suscité le plus de commentaires, donc Jing Gui Shen Er Yuan Zhi. Donc Jing, donc rendre un culte ou vénérer donc les Gui, techniquement ce sont donc les mânes des défunts, et Shen, c'est-à-dire les esprits, donc vénérer les mânes et les esprits. Yuan Zhi, ici aussi, donc vous avez un terme qui d'habitude se prononce au troisième ton, yuan, et qui veut dire donc, c'est un adjectif qui veut dire éloigné, distant, mais ici il est à prendre comme un verbe parce qu'il est suivi d'un objet, c'est-à-dire donc éloigner quelque chose. Donc il s'agit de vénérer les mânes et les esprits en les maintenant loin, au sens verbal. Kewei zhi, ça c'est ce qu'on peut appeler donc le zhi, c'est-à-dire le discernement. Alors toute la discussion, alors je termine d'abord la traduction de ce passage. La deuxième partie nous occupera ultérieurement, j'y reviendrai, mais je la traduis pour l'instant. Donc, le disciple demande ensuite ce qu'est le ren. Alors, ce ren, c'est véritablement une notion centrale que l'on retrouve de manière récurrente dans les entretiens. Donc, on a supposé que c'est quelque chose de tout à fait central dans l'enseignement de Confucius, qui est censé être reflété dans les entretiens. Donc, il demande ensuite ce qu'est cette qualité suprême humaine. Et le maître répond Renje, c'est-à-dire celui qui incarne cette qualité, Xiannan, il place en premier donc ce qui est difficile, la difficulté, et c'est seulement après qu'il se préoccupe d'en recueillir les fruits. C'est-à-dire que ce qu'il place en premier, sa priorité, c'est de s'attaquer donc à la difficulté, et au fond, les résultats, ça ne vient qu'après. Ça, c'est ce qu'on peut appeler donc la qualité suprême justement de l'humain. Donc, pour revenir à ce membre de phrase problématique, toute la discussion donc a porté autour de la façon de comprendre ce terme de yuan, ce verbe qui veut dire donc maintenir loin. Alors, est-ce que ça veut dire, donc, comme on l'a souvent compris, donc vénérer les mânes et les esprits tout en les tenant à distance, en les éloignant, ce qui serait donc une illustration par excellence de l'agnosticisme supposé de Confucius, c'est-à-dire donc au fond rendre un culte aux mânes et aux esprits pour, disons, se conformer à la tradition, mais au fond considérer que les mânes et les esprits sont quelque chose de complètement éloigné, ou bien est-ce que ça veut dire donc maintenir la distance qui leur est due, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Alors là, vous avez donc, par exemple, la traduction de James Legge, dont nous avons beaucoup parlé dernièrement, donc, qui traduit
To give oneself earnestly to the duties due to men, and while respecting spiritual beings, to keep aloof from them may be called wisdom. Donc, Legge traduit donc ce qu'on appelle wisdom, c'est-à-dire la sagesse, ou ce que j'ai appelé le discernement. C'est donc se consacrer avec sérieux aux devoirs dus aux hommes, aux êtres humains, et tout en respectant les êtres spirituels, to keep aloof from them, c'est-à-dire donc se tenir à distance d'eux. Et on pourrait citer donc la traduction de Séraphin Couvreur, donc le Legge français, ce missionnaire jésuite qui a fait un petit peu un travail analogue à celui de Legge en français, qui lui traduit « honorer les esprits, mais s'en tenir à distance ». Et Legge ajoute entre parenthèses, c'est-à-dire « n'allez pas sans cesse à eux, comme les courtisans à leurs princes, pour obtenir des faveurs ». Donc, on voit ici que Couvreur a une interprétation spécifique donc, de ce yuanzhi, c'est-à-dire, au fond, garder la distance qui est due justement aux mânes et aux esprits et ne pas aller donc les solliciter à tout bout de champ et donc leur demander des faveurs comme un courtisan demande des faveurs à un prince. Et on peut citer également la traduction assez ancienne en français de Pothier, qui va un peu dans le même sens que celle de Couvreur, et qui dit « révérer les esprits et les génies et s'en tenir toujours à la distance qui leur est due ». Voilà ce qu'on peut appeler savoir. Alors, la discussion qui tourne autour justement de la compréhension de ce yuanzhi est assez importante parce que, au fond, on pourrait faire valoir, contrairement justement à cette interprétation qui tendrait à prouver l'agnosticisme de Confucius, dans la mesure où il tiendrait les esprits donc à distance ou se tiendrait loin d'eux, c'est que, et pour aller dans le sens de Couvreur ou de Pothier, c'est que l'important au fond dans les rites, c'est de savoir justement doser la juste mesure, c'est-à-dire se tenir ni trop près ni trop loin. C'est quelque chose qu'on retrouve de manière récurrente à la fois dans les entretiens et dans les traités sur les rites. Par exemple, dans les entretiens, vous avez un passage où on demande à Confucius justement d'évaluer deux de ses disciples et où il répond que l'un justement va toujours trop loin et l'autre se tient toujours trop en deçà et qu'au fond, ce qu'il faudrait, l'idéal, ce serait justement en fait quelque chose qui soit entre les deux. Et de la même manière, dans les traités sur les rites, vous avez un thème tout à fait récurrent qui consiste à dire que le véritable esprit des rites, c'est à la fois donc c'est plutôt de ne pas solliciter justement les dieux trop souvent, mais en même temps les solliciter ou en tout cas les vénérer de temps en temps pour ne pas complètement les oublier. Donc tout l'esprit des rites se retrouve véritablement donc dans cet équilibre. Et donc on pourrait justement tout à fait maintenir donc cette discussion qu'il y a concernant la compréhension de ce terme. Alors, un autre passage
tiré donc de oui, alors je m'aperçois que j'ai omis de le mettre sur la diapositive. Un autre passage donc concerne le culte aux esprits, qui est censé donc illustrer l'humanisme de Confucius. Alors malheureusement, je vois que donc, il ne figure pas sur la diapositive, je m'en excuse. Donc je vais vous le lire. Il est tiré donc du livre 11 à la section 11, où là aussi vous avez donc un dialogue entre le disciple et le maître. Ji lu wen shi gui shen, zi yue未能视人焉能视鬼？敢问死，曰：未知生，焉知死？ Donc, le disciple Zi-Lu, qui est un disciple qu'on voit revenir très souvent dans les entretiens, donc, Wen donc, demande aussi, vient poser une question sur la manière de Shi Gui Shen, c'est-à-dire donc de servir les mânes des défunts et les esprits. Donc vous retrouvez donc cette expression donc de Gui Shen que vous aviez dans le passage précédent. Et le maître répond Wei neng shi ren, yan neng shi gui, c'est-à-dire donc quand on n'est pas encore capable de servir les hommes, comment est-ce qu'on peut être capable de servir les mânes des défunts? Et le disciple vient poser une autre question, donc, Gan Wen Si, il ose demander, poser une question sur les morts ou la mort. Et le maître lui répond Wei zhi sheng, yan zhi si, c'est-à-dire quand on ne connaît pas encore ce qu'est la vie ou ce que sont les vivants, comment peut-on savoir ce qu'est la mort? Comment peut-on savoir ce que sont les morts? Donc ici aussi, on a pris ce passage donc, comme véritablement une illustration par excellence de l'humanisme de Confucius, qui a l'air dans ce passage donc de poser une priorité en disant il s'agirait de s'occuper d'abord de ce que sont les humains avant de s'occuper de leurs mânes défunts, et il s'agirait de s'occuper donc des vivants avant de s'occuper de savoir ce qu'est la mort. Donc, vous avez ici, donc, semble-t-il, des illustrations des priorités que poserait Confucius dans ses entretiens. Mais d'un autre côté, et c'est là que je voudrais aujourd'hui terminer là-dessus, donc en vous montrant un petit peu le tiraillement dans lequel on peut être, ne serait-ce qu'en lisant justement ces passages choisis des entretiens de Confucius. Donc, il y a également dans les entretiens, placés donc dans la bouche du maître, un certain nombre de passages où on le voit faire appel au ciel, au Tian. Alors, je rappellerai ici donc que le terme qui a été choisi en chinois pour traduire donc le terme européen d'humanisme
c'est le terme que vous avez ici sur la diapositive, donc de renwenzhuyi. Zhuyi voulant traduire donc le isme, hein, et le renwen, c'est littéralement donc l'humain et la culture, hein, c'est-à-dire donc le isme qui concerne donc la culture humaine. Nous aurons l'occasion justement de revenir aussi sur ce terme de wen. Et une traduction alternative de cette notion d'humanisme, c'est ren dao zhuyi, c'est-à-dire donc le isme qui concerne donc le tao, la voie, hein, de l'homme. Alors, ce ren dao est classiquement donc en opposition ou il se place par contraste avec le tiantao, c'est-à-dire donc la voie du ciel. Tout ce qui concerne donc la voie de l'homme, hein, est placé donc en contraste avec ce qui concerne donc la voie du ciel. Et ici donc nous retrouvons justement tout ce débat concernant donc le confucianisme ou l'enseignement de Confucius. Est-ce qu'il s'agit essentiellement d'un ren dao zhuyi? Est-ce que c'est essentiellement quelque chose qui concerne la voie de l'homme, ou quelque chose qui inclurait également la voie du ciel, c'est-à-dire quelque chose qui serait au-dessus de l'humain ou au-delà de l'humain? Alors le problème, c'est que, comme nous l'avons vu dans ces quelques passages que nous venons de lire, il y a effectivement certains passages qui pourraient être interprétés comme une priorité donnée à la voie de l'homme, mais ce qui rend les choses compliquées, c'est que dans les entretiens, vous avez également en fait la présence de cet appel à la voie du ciel. Et Legge, qui, comme vous le savez, donc, considère que le confucianisme est à traiter comme une religion, hein, voit justement dans les entretiens plusieurs signes de ce qu'il appelle le Divine Commission de Confucius. Alors non pas la commission divine, mais la mission divine dont Confucius se sentirait investi. Et alors donc, on en veut pour preuve certains passages comme ceux que vous avez ici sur la diapositive. Vous avez d'abord ce passage très fameux du livre 2 à la section 4 où le maître donc récapitule en quelque sorte les grandes étapes, les grands tournants de sa vie, où il dit ceci: Zi yue, wu shi you wu zhi yu xue, 30而立，40而不惑，50而知天命，60而耳顺，70而从心所欲，不逾矩。Donc, le maître dit, à 15 ans, j'ai placé toute mon zhi, ma résolution, dans le xue, c'est-à-dire dans l'apprendre. Donc ça, c'est effectivement tout le premier mot du programme confucéen, hein, donc être dans l'apprendre. 30而立, hein, donc à 30 ans, j'étais debout. Je ne reviens pas sur les diverses interprétations donc, de cette image. Donc, 40而不惑, à 40 ans, je n'avais plus de confusion dans la tête. Et ça, c'est la phrase qui nous intéresse. Donc, à 50 ans, donc, 知天命, je connaissais donc le commandement du ciel. Et donc ça, c'est ce que Legge appelle donc le Divine Commission, hein, c'est-à-dire donc la mission divine dont Confucius se sentirait investi donc à 50 ans.
Liu shi er shun, donc à 60 ans, j'avais l'oreille parfaitement accordée. À 70, c'est-à-dire donc l'âge où Confucius est censé parler, donc à 60, maintenant que j'ai 70 ans, je suis donc ce que désire mon cœur sans jamais outrepasser aucune règle. Donc, comment comprendre ce tianming, ce que me commande le ciel? C'est censé donc être illustré par d'autres passages dans les entretiens que vous avez sur la diapositive. Vous avez ce passage au livre 7, à la section 23, où on voit le maître s'exclamer. Ziyue, là, le passage commence toujours par cette formule canonique. Donc le maître dit Tian sheng de yu huan tui qi ru yu he. Donc le maître dit c'est donc le ciel qui a sheng, c'est-à-dire qui a engendré, qui a fait naître le te, traduit habituellement par la vertu, mais il faut le comprendre comme une sorte de puissance morale. C'est le ciel qui a fait naître la force morale yu, c'est-à-dire en moi. Et donc, ici, nous avons le nom d'un personnage qui s'appelle Huan Tui. Ce Huan Tui, Qi Ru Yu He, vis-à-vis de moi, qu'est-ce qu'il est, qu'est-ce qu'il peut faire contre moi? Alors, nous avons ici une allusion à un épisode qui reçoit son illustration assez naïve ici, où vous voyez donc ce Huan Tui qui est un grand officier donc, du pays de Song, qui apparemment en voulait beaucoup à Confucius, que vous voyez ici, et qui a essayé donc d'attenter à sa vie donc, en faisant abattre un arbre sur le crâne donc de Confucius. Mais heureusement pour nous, il n'y est pas parvenu. Mais n'empêche que là, vous voyez donc notre Confucius quand même en situation assez périlleuse, et qui donc ne bouge pas d'un pouce tout en disant que c'est le ciel qui m'a rempli d'une puissance morale et par conséquent ce Huan Tui peut faire ce qu'il veut, même essayer de me faire tomber un arbre sur le coin du crâne, il ne peut rien contre moi puisque le ciel m'a investi donc de cette force morale. Et vous avez enfin, et je terminerai là-dessus aujourd'hui, donc cet autre passage qui est un petit peu du même acabit, si je puis dire, qui est tiré donc du livre 9 à la section 5, où on trouve Confucius de nouveau dans une situation assez périlleuse. Zi wei yu kuang yue wen wang ji mo wen bu zai zi hu tian zhi jiang sang si wen ye后死者不得语于斯文也天之谓丧斯文也匡人岂如与何? Donc là, nous avons le maître qui est de nouveau dans une situation difficile. Il est donc comment dire, menacé dans un endroit qui s'appelle Quang. Là, je ne reviens pas sur les circonstances de ce passage, puisque là, il faut que je termine assez rapidement maintenant. Mais donc, cette situation difficile lui fait dire au maître, donc, Wen Wang, le roi Wen, c'est-à-dire donc un des fondateurs de la dynastie Zhou, à laquelle Confucius se référait
avec constance. Donc, après la mort de enfin le roi Wen étant disparu, étant mort, son Wen, alors là donc Confucius joue un petit peu sur le nom du roi Wen, c'est-à-dire le roi culture. Cette culture humaine, est-ce qu'elle n'est pas encore toujours présente en moi? Si le ciel avait voulu donc faire disparaître Sang Si Wen, c'est-à-dire faire disparaître cette culture, ceux qui sont morts après donc le roi Wen, c'est-à-dire donc disons tous ceux qui viennent après le roi Wen, n'auraient pas eu les moyens justement d'être en contact avec cette culture. Alors, étant donné que le ciel n'a pas encore fait disparaître justement cette culture, et que justement cette culture, elle est en moi, vous retrouvez la même formule qu'avec Huan Tui, les gens de Krang, que peuvent-ils contre moi? Donc ici, nous voyons Confucius dans des situations où il est menacé de mort et où il demeure absolument inébranlable, en faisant appel justement à soit une force morale, le te, soit une culture humaine qui lui viendrait du ciel. Donc il y a ici un appel très clair donc au ciel, qui vient bien sûr contredire un petit peu en quelque sorte justement l'humanisme qu'on lui attribue. Alors nous reviendrons là-dessus la semaine prochaine, avant donc de conclure sur le cours de cette année. Donc merci de m'avoir accompagné dans ces lectures de chinois. Je tiens toujours, ça fait partie de ma méthode, même en sachant que beaucoup d'entre vous ne lisent pas le premier mot de chinois, mais à vous montrer la façon dont les textes originaux se présentent. Donc, encore une fois, bonne entrée dans le cheval, et donc à la semaine prochaine. Merci.